Alors, nous allons commencer par l'exposé de M. Thierry de Margerie, et ensuite, alors, nous allons bouleverser l'ordre du programme pour des raisons d'horaire, et je passe la parole à M. de Margerie. Merci. Très bien, si on peut avoir la présentation. Voilà. Merci. Alors on va revenir à l'Afrique. Il y a des choses très, très basiques. Je suis ému de passer après la supraconnectivité. Là, c'est, je ne crois pas encore une solution immédiatement pour l'Afrique, pour demain. On va avoir des choses plus élémentaires. Je rappelle cet immense continent dont un bon nombre de pays sont enclavés, ce continent qui abriterait toute l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Il ne faut jamais perdre de vue ces immenses distances qu'il faut couvrir, tant pour la distribution de l'énergie que pour le transport. Et je vous parlerai donc rapidement de caractériser l'électricité en Afrique avant d'arriver aux besoins spécifiques du transport ferroviaire. Donc, résumons, la capacité installée en Afrique, c'est 80 gigawatts aujourd'hui, c'est-à-dire moins que la capacité installée en France. Et 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. La consommation moyenne en dehors de l'Afrique du Sud, c'est 1% de celle des pays de l'OCDE. Et la demande croît pourtant extrêmement vite. Le résultat, c'est une sous-performance économique pour tout le monde, et c'est aussi des problèmes sanitaires majeurs. La plupart des familles font la cuisine avec du charbon de bois, et c'est, dit la Banque mondiale, responsable de 500 000 morts par an. La capacité installée par tête est de l'ordre de 5% de ce qu'elle est en France par tête. Elle est aussi la moitié de ce qu'elle est dans un pays comme le Maroc. Et ne serait-ce que d'amener la population de l'Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, au niveau d'accès à l'électricité et à la capacité installée par personne du Maroc, c'est 130 gigawatts supplémentaires, c'est-à-dire plus que doubler la capacité actuelle. Et pourtant, les ressources d'énergie primaire sont là. Elles sont très, très diversifiées entre le gaz, le charbon, l'hydroélectricité, l'éolien, mais les pays sont spécialisés. Et faire communiquer ces ressources est un problème essentiel pour l'Afrique. Les ressources en énergie à bas niveau de carbone sont abondantes. Vous voyez une carte avec de très nombreux points bleus, c'est toutes les centrales hydroélectriques. Les points jaunes, les centrales éoliennes, elles sont déjà nombreuses. Et le potentiel est encore considérable. 45 gigawatts directement exploitables rapidement sur l'hydroélectricité, si elle est correctement planifiée et préparée. Des ressources majeures en gaz déjà existantes dans le golfe de Guinée au Nigeria et récemment augmentées entre le Mozambique et la Tanzanie, qui posent des problèmes de développement tout de même complexes. C'est à l'image de ce qu'on voit au Nigeria, qui a des ressources énormes et qui pourtant est gravement sous-équipé en énergie. La géothermie disponible sur tout le couloir du Rift à condition de savoir bien inventorier la ressource, et les énergies éoliennes et solaires avec un potentiel considérable, mais difficulté pour l'exploiter à la bonne échelle et pour la distribuer et distribuer sur le réseau qui est généralement faible des énergies intermittentes. Donc beaucoup de liaisons interrégionales à constituer. Certains pays sont capables d'exporter
de l'énergie ont le potentiel pour le faire et s'organisent pour le faire. C'est ceux qui figurent en gris. Par contre, le financement de cette exportation de l'énergie n'est pas encore en place. Il s'amorce néanmoins dans quelques pays. Donc l'enjeu essentiel pour les années à venir dans l'énergie, ce sera la transmission de l'électricité, la création d'une complémentarité entre chacun des pays et c'est les très nombreux projets qui sont actuellement en préparation, en jaune à relativement court terme, en rouge à plus long terme, et où projets sur lesquels les institutions financières internationales concentrent actuellement leurs efforts, notamment la Banque mondiale. Alors regardons maintenant le ferroviaire, parce qu'on m'a demandé de parler de cet aspect de la demande. Le ferroviaire, c'est un élément essentiel du développement. Il y a un commerce régional déjà très, très important qui est mal couvert par le ferroviaire. Il se développe essentiellement dans deux directions, liées à l'industrie minière et liées à l'industrie minière qui a besoin d'accéder au port, industrie minière qui a besoin d'énergie, et liées au désengorgement urbain avec des solutions qui soient efficaces d'un point de vue énergétique. Donc ferroviaire longue distance, ferroviaire urbain, c'est une des clés du développement de l'énergie dans l'Afrique subsaharienne. Regardez la carte des réseaux existants sur la gauche et comparez-la à l'Inde, qui n'a pas du tout la même taille, mais à gauche, vous avez en Afrique des réseaux hérités de la période coloniale où il s'agit essentiellement d'exporter des matières premières et d'amener de la main-d'œuvre de l'intérieur vers les grandes villes côtières. Comparez cela avec l'Inde qui, avec la même taille de réseau, 65 000 km de rails, a un véritable réseau qui contribue au commerce régional et donc directement contribue au développement. Et la condition de ces deux réseaux n'est absolument pas la même. Le réseau qu'on voit à gauche, le réseau africain, est un réseau en général en mauvais état qui demande un énorme travail de réhabilitation. Alors, le développement des projets de transport en Afrique, il va dépendre pour le transport longue distance du développement des industries minières, qui vont être la base du fret, de flux de capitaux entrant sur le continent beaucoup plus importants qu'ils n'ont été par le passé, d'une gouvernance correcte si on veut que ce transport bénéficie à tout le monde et pas simplement aux industries minières. Et côté urbain, il faut une demande solvable et des budgets importants et durables, ainsi que là aussi un aspect de gouvernance. Regardons comment ça se présente. Les ressources minières, à l'évidence, elles sont en surabondance en Afrique. La clientèle de base est là et les investissements sont considérables. Les flux de capitaux, on est depuis les années 2000 passé à nouveau à une phase où les flux entrants sont devenus positifs, c'est-à-dire que, et en particulier les flux privés, sont devenus très importants, ont retrouvé des niveaux qu'ils avaient dans les années 75-80. Et comme les subventions se sont maintenues et les prêts internationaux se sont maintenus, finalement, il y a abondance de capitaux disponibles pour financer ces infrastructures. La population solvable pour les transports urbains, elle est là aussi. On a tous les 10 ans 80 millions de personnes supplémentaires en Afrique qui ont un revenu suffisant pour
passer au transport urbain et qui appelle, qui demande ces transports efficaces qui vont améliorer son efficacité et la productivité quotidienne. Les projets donc sont très, très nombreux, et en particulier dans les villes les plus importantes qui sont ces gros ronds rouges. Néanmoins, ils sont en général insuffisamment préparés et manquent de développeurs. La gouvernance dont tout le monde a besoin, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit ce matin, elle est en gros tout de même en progrès. Alors, relions cela à l'énergie. Le ferroviaire va se développer, alors peut-être pas au niveau où on rêve de l'atteindre, où il y aurait un véritable réseau continental. Néanmoins, cela avance. Aujourd'hui, un grand nombre de projets sont en cours et ils sont développés principalement par l'industrie minière. L'industrie minière consacre en général à peu près 50% de son investissement sur un projet aux lignes ferroviaires d'acheminement des matières vers l'export. Et ce sont des sommes considérables. Mais en même temps que ces projets se développent, c'est l'apparition de clients énergétiques importants qui sont les clients solvables et les clients durables dont ont besoin les investisseurs privés qui vont financer, qui sont appelés à financer les programmes énergétiques du continent. Donc la viabilité des projets énergétiques sur le continent repose en partie significative sur ces clients industriels miniers qui se développent. Côté urbain, il y a peu de projets, il y a peu de réseaux encore. Ils sont essentiellement en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Il y en a deux qui sont en construction à l'heure actuelle sur financement chinois, l'un en Éthiopie et l'autre au Nigeria. Mais il y a un grand nombre de projets en préparation en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Cameroun, Nigeria, etc., qui sont à des degrés divers de maturité et de planification, mais qui sont bien là pour les années à venir et qui sont consommateurs d'énergie. Typiquement, un réseau ferroviaire longue distance pour l'industrie minière consomme peu. S'il est électrique, c'est pas quelque chose de très important en soi. J'imagine ça par le réseau marocain qui, sur 2000 km environ électrifié, n'a besoin que de 90 MW de capacité. Donc c'est pas considérable. En revanche, les réseaux urbains, eux, on l'a déjà signalé ce matin tout à l'heure à propos de Paris, mais les réseaux urbains, eux, ont besoin de capacités significatives. Casablanca, le seul tramway de Casablanca a besoin de 125 MW. Et donc, dans quelques grands pays, ce n'est pas significatif. Par contre, c'est un vrai problème pour les projets du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc., où finalement le développement des projets urbains suppose aussi que le développeur, les investisseurs prennent en charge les centrales électriques associées. Au total, néanmoins, je dirais que le rail représente une demande supplémentaire en énergie tout à fait raisonnable. Et je l'illustre par l'Afrique du Sud, où si on regarde la distribution, comment est utilisée l'électricité produite par Eskom, finalement le rail ne prend que 1,5% de la production d'Eskom. Donc c'est marginal. Voilà. Alors, trois cas très rapidement évoqués. En Afrique du Sud, le réseau suburbain, comparer la taille immense de Gauteng
et des quelques villes qui forment le réseau urbain principal autour de Johannesburg. Regardez les distances à parcourir, comparé à Paris, comparé à Londres ou comparé à Jakarta. Donc là, ça oblige un pays comme l'Afrique du Sud à concentrer son effort sur le réseau de banlieue. On fait du réseau de banlieue, alors que d'autres villes devront faire l'effort sur les centres, avec des tramways par exemple. Alors, le trafic passager qui aujourd'hui est essentiellement dans un pays comme l'Afrique du Sud pédestre ou en voiture, le ferroviaire ne représente que 6%, mais ça va changer. Ce ferroviaire, c'est des vieux trains vraiment peu confortables. L'Afrique du Sud fait un effort considérable. Elle veut atteindre rapidement une part du ferroviaire qui sera de l'ordre de 15%. Et Prasa, l'opérateur, se lance dans un programme d'investissement considérable de l'ordre de 10 milliards d'euros. Va acheter 1200 trains électriques dans les années à venir et rénover ses lignes. Pour Alstom, qui a pu gagner la première phase de ce projet. Donc nous avons la responsabilité de construire 600 trains de banlieue dans les 10 ans à venir, et avec un contenu local extrêmement élevé. C'est un projet, c'est la plus grande commande qu'Alstom ait jamais prise, et c'est un projet extrêmement ambitieux sur le plan industriel, puisque nous devons atteindre un taux de contenu sud-africain de l'ordre de 70%, et donc créer toute une industrie sur place, et les formations associées. Deuxième exemple, les réseaux d'Afrique de l'Est. Cette carte, si on la regarde en détail, montre en rouge toute une série de lignes nouvelles très, très importantes qui sont actuellement lancées ou en préparation active. Des projets qui se chiffrent aux alentours de 2000 km de voies nouvelles, avec des coûts faramineux. La ligne Kenya-Ouganda-Rwanda est évaluée à une douzaine de milliards de dollars. Tous ces projets, au total une vingtaine de milliards de dollars, sont financés par les Chinois. Question, est-ce bien raisonnable de consacrer des sommes aussi importantes qui peut-être auraient pu être utilisées autrement, et est-ce que les hypothèses de fréquentation des trains sont bien réalistes? Et enfin, un nouvel exemple d'Afrique du Sud, sur le ferroviaire longue distance, qui aujourd'hui ne représente que 13% du trafic de fret. L'essentiel est fait par la route. L'Afrique du Sud veut faire 4 grands réseaux nouveaux d'exportation de ses ressources de minerais, de charbon, de fer, de manganèse, etc. Et c'est un programme de l'ordre de 25, entre 20 et 25 milliards d'euros, qui représente un programme considérable de locomotives que nous n'avons pas eu, nous, Alstom, mais on verra les étapes suivantes, et qui va doubler la demande électrique. Mais ce doublement ne représente pas en soi quelque chose de difficile pour un pays comme l'Afrique du Sud. Voilà. Alors nous abordons, nous, ce continent avec deux bases, essentiellement, celle que nous avons développée en Afrique du Nord, et celle que nous sommes en train de développer à encore beaucoup plus grande échelle en Afrique du Sud. Et nous allons avoir là des produits adaptés et des solutions adaptées aux besoins du continent pour répondre à la fois aux projets longue distance et aux projets urbains. Voilà, merci.